Monsieur le maire, cher Didier, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, chers collègues, monsieur le président de l'UNC de Coignères, messieurs le représentant des associations des anciens combattants, nous voici réunis aujourd'hui pour commémorer ensemble la cérémonie du souvenir. Dans un contexte certes bien particulier, lié au plan de la lutte anti-Covid-19. Pour autant, il était essentiel que nous maintenions ce temps dans un format restreint et sans public, au nom du devoir de mémoire. À l'instar du 8 mai dernier, nous allons réaliser un enregistrement vidéo qui sera diffusé sur la page Facebook de la ville afin que chaque coignarien puisse aussi participer à cet hommage. Il y a 102 ans, s'achevait le conflit le plus meurtrier que l'Europe et le monde aient connu. Une guerre sans merci qui déchira durant 4 années, entre 1914 et 1918, le monde. À l'orée d'un nouveau siècle qui s'annonçait pourtant si prometteur. La Grande Guerre occupe, des années après la disparition des derniers survivants, une place bien particulière dans nos cœurs et nos mémoires. En premier lieu, par l'ampleur des victimes, la France sort de cette guerre meurtrie et ruinée. 1 400 000 morts, dont 600 000 victimes civiles, 630 000 veuves, 700 000 orphelins de guerre, plus de 3 millions de blessés, de mutilés, d'aveugles, de gazés. Des chiffres qui donnent le tournis et qui sont sans commune mesure avec les conflits passés. En second lieu, par le fait de cette guerre, aller préfigurer ce que seront les guerres du XXe siècle. Sanglantes, avec leur lot de victimes civiles et plus seulement militaires. Totale, avec une mobilisation de front et de l'arrière où tout l'appareil productif est tourné vers l'effort de guerre. Global enfin, avec ramification sur l'ensemble de la planète, plus simplement sur les territoires d'un seul pays ou même d'un seul continent. Alors que nous célébrons cette année le 101e anniversaire du traité de Versailles, où seule la vengeance prit forme dans le cœur des vainqueurs, je vous invite aujourd'hui à faire vôtre cette citation de Jean Jaurès. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Cet espoir, c'est aussi celui de la transmission du souvenir, ce fil qui relie les générations entre elles et cimente une nation. Nous sommes à ce titre particulièrement fiers à Coignères de pouvoir compter sur l'implication de nos élèves, et en particulier des CM2 de l'école Pagnol, qui certes ne sont pas avec nous, mais ont enregistré vendredi au théâtre d'Audet une magnifique version de notre hymne national. De la section des anciens combattants.
Dépôt de gerbe par M. Didier Fischer, maire de Coignères. Merci. Honneur aux morts pour la France. Appel aux morts par un représentant des anciens combattants et Olivier Racher, conseiller municipal correspondant défense. Festou Édouard. Mort pour la France. Mancel Charles. Mort pour la France. Thomas Maurice. Mort pour la France. Lancelin Raymond. Mort pour la France. Lémire Jérôme. Mort pour la France. Boutier Léon. Mort pour la France. Huan Alphonse. Mort pour la France. Velay Maurice. Mort pour la France. Corbin Louis. Mort pour la France. Lemire Louis. Mort pour la France. Le Joli Louis. Mort pour la France. Élie Fernand. Mort pour la France. Piquois Albert. Mort pour la France. Robin Fernand. Mort pour la France. Herbert Maurice. Mort pour la France. Neveu Robert. Mort pour la France. Disparu. Vazière Henri. Mort pour la France. Duperche Adolphe. Mort pour la France. Herfort Marie. Mort pour la France. Duperche Émile. Mort pour la France. Algérie. Goubel Gérard. Mort pour la France. Nous allons observer une minute de silence. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Qu'ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allocution de M. Roger Bernard, président de la section des anciens combattants de Coignères.
Monsieur le maire Didier Fischer, Mesdames, Messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, Madame Nadège Bigot, porte-drapeau de l'UNC Cognères, Madame, Monsieur. Les pertes militaires français en opération extérieure sont élevées cette année encore. 7 soldats tués dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali et au Sahel. Le sergent-chef Morgan Henry, 28 ans, 54e régiment de transmission, décédé le 16 février. Le brigadier Dimitro Martiminiou, 28 ans, 1er régiment étranger cavalerie, décédé le 1er mai. Le première classe Kevin Clément, 21 ans, 1er régiment étranger de cavalerie, décédé le 4 mai. Le première classe Tojo Asima, Raza Finaz Lama, 1er régiment de hussards parachutistes, décédé le 4 mai. Le brigadier chef Andy Fila, 25 ans, 14e régiment d'infanterie, mort le 31 juillet. Le première classe Arnaud Vogt, 24 ans, hussard parachutiste, décédé le 6 septembre. Le brigadier chef de première classe, ST, la famille n'a pas souhaité que son identité soit révélée, décédé le 6 septembre. Au Sahel, la France est et restera engagée aux côtés du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad dans son combat sans relâche contre les groupes armés terroristes. 6 000 militaires restent engagés en opération extérieure. En rendant hommage aux soldats morts pour la France, je n'oublie pas que notre territoire national est la cible d'attaques terroristes islamistes meurtrières ces mois derniers. 27 avril, un conducteur d'une voiture a percuté volontairement 2 motards de police à vive allure. Le 25 septembre, 2 personnes sont grièvement blessées à l'arme blanche dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Le 16 octobre, un enseignant, Samuel Paty, est décapité dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. Le 29 octobre, 3 personnes sont tuées dans la basilique de Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Nos condoléances vont bien sûr à leurs familles, parents, femmes et enfants. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple l'amenant au champ de bataille sur lequel il est tombé à l'Arc de Triomphe. Parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'on ne sait pas où il est mort, il représentait tous les soldats morts au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui sont morts pour défendre la patrie, la France. Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau tricolore. Les Français de métropole et d'outre-mer, les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté, et les étrangers ayant 2 patries, la leur et la France. Par-delà les combattants, le soldat inconnu représente les familles éprouvées par la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles, le soldat inconnu représente une civilisation, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, voulant que la liberté de chacun s'arrête là où commence la gêne des autres, confiant à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel et spirituel de notre patrie. En un temps où ce patrimoine est menacé, chacun d'entre nous a le devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie.
Message de Madame Geneviève Darusec, secrétaire d'État auprès de Madame la ministre des Armées, par Madame Florence Cocard, première adjointe chargée de l'économie, de l'emploi et des ressources humaines. Hommage à tous les morts pour la France. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il est inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vive également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y a entre soldats des épages, en écrivains et en porte-étendard de ceux de 14. Il y a entre avec ces millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y rentre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend hommage, un hommage solennel à tous les morts de la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triomphant. Mort pour la France. Chef d'estragon Clément Frisson-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment des chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Jouc, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France.
Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Mitro Matinikiou, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Asina Razafan Salama, 1er régiment de hussards, parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Allocution de M. Didier Fischer, maire de Coignères. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, monsieur le président de l'UNC, cher Roger, madame la porte-drapeau, mesdames et messieurs, chers amis, il y a 102 ans s'achevait ce que l'on n'appelait pas encore à l'époque la Première Guerre mondiale, mais la Grande Guerre. Elle laissait dans le pays touché un profond traumatisme. Jamais un conflit n'avait fait autant de morts, mobilisé autant les nations et duré si longtemps. Il y avait bien eu la guerre de 100 ans au Moyen-Âge, mais il pouvait se passer plus d'une décennie sans aucun combat. Elle n'avait donc rien à voir avec ce que le monde venait de vivre. Le perfectionnement des armes, l'utilisation des gaz, le creusement des tranchées pour tenir le terrain, mais aussi la mobilisation totale des nations, firent de cette guerre un événement à part qui contribua même à redessiner la carte de l'Europe avec l'effondrement des grands empires. Le monde d'après n'avait rien à voir avec le monde d'avant, pour reprendre une formule usitée ces derniers mois. L'ombre portée de la guerre allait marquer pendant plus de 2 décennies notre vie quotidienne et politique. En dépit du plus jamais ça de nos anciens combattants, une paix fragile s'instaurait. Elle l'était d'autant plus que les traités qui l'installaient, dont celui de Versailles, étaient profondément humiliants pour les vaincus. Le retour à la normale pour les survivants des différents fronts s'avérait vite impossible, tant ils étaient marqués dans leur chair et leur tête par ce qu'ils avaient vécu. C'est d'une génération perdue, pour reprendre l'expression d'Ernest Hemingway dans Paris est une fête, que le monde héritait. Une génération abîmée par les combats qui accéda aussi, plus tôt que les autres, aux responsabilités, tant les rangs étaient décimés. Il suffit de voir s'ériger les premiers monuments aux morts pour comprendre l'ampleur du problème. Plus de 10 millions de soldats, pour la plupart des hommes jeunes, avaient péri. Les fameuses classes creuses, ce déficit des naissances lié au conflit, était visible autant sur la pyramide des âges que dans la population. Les gueules cassées, ces anciens combattants qui ne pouvaient dissimuler leurs blessures, devenaient le symbole de l'inhumanité de la guerre. Elle s'affichait partout, jusque dans le tirage de la loterie nationale. Elle pouvait même investir les domaines de l'art, avec le peintre allemand Otto Dix et ses célèbres joueurs de skat. Comment imaginer la paix quand on a tant souffert de la guerre? Voilà la question que les hommes se posèrent lorsque les combats s'achevèrent. Faire la paix n'allait pas de soi. Il ne suffisait pas que des canons se taisent pour que la paix reprenne ses droits. Ne fallait-il pas tirer les enseignements de tout ce qui nous avait conduit à la guerre avant d'envisager de construire une paix durable? Jaurès avait eu beau avertir dans un discours à la Chambre dès le 23 janvier 1903.
L'essentiel, disait-il, c'est de surveiller les événements du point de vue de la paix, c'est de conduire tous vos actes avec la méthode de la paix. Il n'était pas parvenu à convaincre. Ce jour-là, il descendait une fois de plus la tribune sous les huées et les injures. On sait ce qu'il advint. Et pourtant, en ce 11 novembre 1918, si la paix est sur toutes les lèvres, si la population à 11 heures précises se masse sur les places de nos villes et nos villages pour célébrer la fin des combats, peu éprouvent le besoin de faire l'inventaire du monde qui s'achève. Jaurès est mort assassiné avant même que n'éclate le conflit. Clémenceau et une bonne partie de la classe politique française sont obnubilés par la volonté de faire payer à l'Allemagne des réparations. La Société des Nations, à peine portée sur ses fonds baptismaux, se voit affaiblie par le retrait américain. Autant dire qu'il sera difficile, voire impossible, d'envisager la construction d'une paix durable. Les pourparlers qui s'engagent entre Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères français, et son homologue allemand, Gustav Stresemann, conduisent aux accords de Locarno en 1925, qui scellent le rapprochement, voire la réconciliation entre la France et l'Allemagne. La paix semble l'emporter, mais l'illusion se dissipe vite. Faire la guerre à la guerre, ou mettre la guerre hors la loi, comme l'affirme en 1928 le pacte Briand-Kellogg, n'est qu'un slogan, ou en aucune sorte une politique. La SDN, sans moyens véritables, sombra face à la crise des années 30. Craindre la guerre ne suffit pas pour maintenir la paix. Il faut avoir la volonté politique de la construire. Cette dernière manquait. Qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on dire que la paix est devenue dans le monde la norme et la guerre l'exception? Sûrement pas. Notre monde est plus que jamais en butte aux conflits de toutes sortes. Certes, ils ne sont pas mondiaux au sens du XXe siècle, mais que cela soit au Moyen-Orient, en Afrique, voire en Europe, ils existent bien et font des milliers de morts, détruisent des villes entières et sèment le malheur parmi les populations. Que dire aussi du terrorisme? De cette volonté qu'ont certains aussi de vouloir faire croire que nous sommes entrés dans ce que ce professeur américain de sciences politiques, Samuel Huntington, appelait le choc des civilisations. En dépit des mesures de confinement, nous sommes ici réunis en ce 11 novembre 2020. C'est pour nous souvenir ensemble de tous les morts de toutes les guerres, mais aussi pour affirmer notre aspiration à la paix entre les peuples. Une paix, comme nous le mesurons bien, qui n'est jamais gagnée définitivement, qui nécessite que nous remettions chaque jour l'ouvrage sur le métier. Il n'existe pas de solution toute faite. Faire la paix est toujours plus difficile que de faire la guerre. Nous devons tous être ces artisans de paix, à plus forte raison quand le monde offre l'image du déchirement. Nous ne sommes pas non plus des ingénus. Jaurès le premier, qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour que la paix l'emporte, savait qu'il pourrait être amené à faire la guerre. Il ne refusait d'ailleurs pas cette éventualité. Quand la liberté est en cause, quand la patrie risque d'être submergée par l'assaillant, alors il nous faut la défendre. C'est comme cela que des millions d'hommes ont accepté ce sacrifice et ont tenu dans des conditions épouvantables. Toute une littérature témoigne de cette souffrance au front, dans la boue, le froid et la vermine. Ceux de 14, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Maurice Genevoix, dont les cendres entrent aujourd'hui au Panthéon, n'est qu'un titre parmi bien d'autres. Il serait ici impossible de les citer tous, mais tous décrivent les atrocités de la guerre et ses conséquences inhumaines. Cette brutalisation dont furent victimes ces hommes qui ne demandaient, dans le monde d'avant, qu'à vivre heureux. Ici, au pied de ce monument aux morts, c'est un message d'espoir que nous devons transmettre à la jeunesse et aux générations futures. Le sens d'une telle cérémonie est de ne pas perdre le fil de notre mémoire. Cette mémoire commune qui fait que nous appartenons tous à une même nation
et qu'au-delà d'elle, tout ce que le monde a pu vivre, vit et vivra, nous concerne comme citoyens, mais aussi comme êtres humains. Et là, la perspective change fondamentalement. N'y aurait-il pas d'autres moyens que les armes pour régler nos différends? S'il est indispensable d'être tous unis pour cet hommage à la paix retrouvée et à la fin de la barbarie, puissions-nous, dans le même élan, lutter ensemble contre la peur de l'autre, l'intolérance et l'ignorance. Je tenais, pour conclure cette allocution, à remercier les élèves de CM2 de l'école Pagnol, ainsi que leurs professeurs, pour ce magnifique enregistrement de notre hymne national. Ils ne sont pas physiquement parmi nous, tout comme d'ailleurs les enfants du CME, mais ils ont contribué amplement à la réussite de cette cérémonie. Ma gratitude va aussi aux parents et aux enseignants, sans qui la transmission de notre histoire ne serait pas possible. Que vive la paix, que vive la France. Nous allons maintenant prendre la direction du cimetière afin de rendre hommage aux 7 aviateurs dont l'appareil, un Lancaster, s'écrasa à Coignières le 26 juillet 1944. Ils revenaient d'un raid sur Stuttgart. Nous aurons aussi une pensée pour les 3 soldats français de la 2e division blindée, Louis Ringue, Paul Rondeau et Moïse Jardin, qui trouvèrent la mort le 23 août 1944 à la Malmodone, aux commandes de leur char, le Sanglier. Je vous remercie. Dépôt de gerbe par M. Didier Fischer, maire de Coignières, accompagné de M. Roger Bernard, président de la section des anciens combattants. Nous allons observer une minute de silence.